Bonjour tout le monde, bon matin. J'espère que vous allez bien. Il y en a que je Oui, bonjour. reconnais. Bon matin. Bonjour Ingrid, bon matin. Bon, ben c'est le fun, vous êtes beaucoup en plus, c'est motivant. Je vais encore laisser une petite minute on a vraiment beaucoup de conseillers d'orientation qui sont là aujourd'hui parmi nous, donc je vais juste donner le temps à tout le monde d'arriver. Je reconnais certains noms dans la liste. C'est le fun de vous revoir. Pour certains, on ne s'est pas vu cette année en tournée collégiale. Il y en a que je croisais quand j'allais dans les cégeps. Et là, cette année, bien évidemment, on ne pouvait pas se voir. Bonjour Catherine Gagnon, justement, du cégep Limoilou. Alors, je commence par me présenter. Annie Carrier-Robitaille, je suis responsable de promotion et d'information sur les études. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Ça me fait immensément plaisir de vous recevoir. Puis en fait, c'est même pas moi qui vous reçois ce matin. C'est notre directeur du programme du baccalauréat en droit, professeur Daniel Garner, qui avait envie de vous rencontrer ce matin pour vous parler de plusieurs choses et notamment des changements dans les changements dans l'admission. Puis on voulait vous parler du bac aussi, faire des petits rappels, puis peut-être vous donner quelques informations clés pour vos étudiants pour le futur, parce que bien évidemment, comme un peu tout, ça a changé. Hein. Il y a des choses qui ont changé depuis le début de la pandémie, puis on s'est adapté, puis on a des belles nouveautés en plus. Donc, je laisse tout de suite la parole à Daniel. Je lui cède la parole, puis ceux qui entrent encore dans la rencontre, là, vous n'avez rien manqué. Je me suis juste présentée. Donc, vous pouvez certainement sortir votre notepad et votre petit. Les notes peuvent être prises à partir de maintenant. Le sérieux commence. Donc, Daniel, je te laisse la parole et je me tais. Merci beaucoup, Annie. Alors, vous voyez, je suis habitué, j'ai même pensé à activer mon micro avant de vous dire bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, on s'est habitué beaucoup à Teams, à Zoom, comment fonctionner. Juste pour vous dire, parmi les choses qu'on fait maintenant, nous en droit, en tout cas, moi, je le fais dans mes cours, je le faisais cet hiver avec une classe de première année, j'oblige la caméra ouverte. Alors, moi, le droit à la vie privée, ça n'existe pas dans mes cours. Et donc, ça ne veut pas dire que vous devez l'ouvrir, rassurez-vous. Mais simplement, si vous avez une question, par exemple, à me poser, là, j'aimerais ça que vous allumiez la caméra parce que j'aime bien voir mon interlocuteur quand je suis en train de lui répondre pour voir quand est-ce qu'il a compris et quand est-ce que je peux passer à autre chose. Donc, caméra ouverte, et bien franchement, ça a très bien fonctionné. J'avais 87 étudiants dans mon cours. Il y a eu 4 étudiants qui, de manière régulière, n'ouvraient pas leur caméra parce qu'évidemment, il n'y avait pas de sentence. Là. Je leur ai dit que je voulais avoir la caméra ouverte. Bien sûr, il n'y avait pas de point qui était retranché pour ne pas l'ouvrir. Il y a eu donc, de manière régulière, 4 étudiants qui n'ont pas ouvert leur caméra et ça a été 4 des 5 échecs de mon cours. C'est quand même extraordinaire. Hein? Vous voyez comment l'importance de se sentir impliqué dans un cours, dans une réunion, en étant en contact non seulement auditif, mais également visuel. Nous, on travaille très fort là-dessus, mais là, on travaille d'autant plus que vous avez entendu les nouvelles comme nous. Ce n'est pas le but d'ailleurs de la réunion d'aujourd'hui. On vise à revenir au maximum en présentiel pour l'automne. Et donc, avec vous, les gens que vous allez orienter, c'est sûr que quand on en sera rendu à l'hiver 2022 ou l'automne 2022, c'est certain, on sera revenu totalement en présentiel. C'est le but, le programme de bac en droit. C'est les étudiants, ils apprennent autant avec les profs dans les interactions dans les cours qu'entre eux autres, entre les cours, pendant les pauses, etc. Donc, on tient beaucoup à ce qu'ils soient en présence. Surtout qu'on a un super beau pavillon qui est tout rénové, le pavillon de Coninck. Alors, ça vaut vraiment la peine. Donc, on veut vraiment les ramener. Alors, le but de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de revenir sur des choses. Tout le monde connaît le programme de droit, tout le monde sait les 6 facultés de droit qui existent, si je compte la section de droit civil d'Ottawa, et si je compte la section qui en est plus une de droit civil de McGill, qui a un programme de droit très particulier, il y a quand même 6 endroits là, où on peut aller étudier le droit lorsqu'on est étudiant québécois, sortant d'un cégep. Et l'idée, c'est d'essayer de vous donner un aperçu de ce qui a changé peut-être depuis quelques années. Puis également, puis Annie va prendre le relais, là, certains mythes qui perdurent sur les études en droit. Il faut de la mémoire pour faire des études de droit, des choses comme ça. Je vais laisser Annie là, intervenir là-dessus. Mais moi, je veux revenir davantage sur des changements soit officiels, soit officieux,
et tout en vous incitant, là, je vais essayer de faire ça peut-être en une dizaine de minutes. N'hésitez pas à m'interrompre. Il s'agit simplement de lever la main. Peut-être, Annie, essaie de parcourir les 3 pages pour voir à un moment donné si quelqu'un, ou encore vous signaler via le chat. Et dès que vous avez une question, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour vous rendre service. Donc, pour vous placer un petit peu, moi, je suis à l'heure actuelle le plus ancien Lavallois. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon bac en droit à Laval. Je suis allé étudier ensuite à l'étranger et je suis prof de droit depuis 1987. Donc, je suis dans ma 34e année d'enseignant. Alors, je pense que la faculté, je la connais pas mal. Je l'ai vue sous tous les angles. Je suis directeur de programme depuis 4 ans. Je suis en contact constant avec mes homologues des autres facultés de droit. Donc, ça va me permettre également de vous donner des renseignements sur ce qui se passe ailleurs également, parce qu'on collabore beaucoup entre nous. Tiens, premier mythe que Annie, celui-là, je peux le détruire parce qu'Annie l'ignorait. Il n'y a pas de compétition entre les facultés de droit. On collabore beaucoup entre nous parce qu'on le sait de toute façon que nos programmes sont tous contingentés, qu'on a énormément de demandes par rapport au nombre de places qui sont offertes et que ça ne donne rien de se cannibaliser en allant chercher un étudiant de Sherbrooke et qu'eux viennent chercher un étudiant de Québec. Ce n'est pas le but de l'opération. On essaie plutôt de, chaque faculté de droit, d'insister sur nos forces, sur ce qui nous distingue des autres facultés. Puis là, le candidat, il choisit en fonction de comment il voit ça, lui, les études en droit, puis qu'est-ce qu'il veut faire avec son bac en droit. Alors, je vous incite donc à communiquer également avec mes collègues des autres facultés de droit. Ils sont très ouverts, vous allez voir, puis on s'échange les données entre nous, puis on se fait des rencontres régulières, puis c'est extrêmement intéressant parce qu'on essaie d'adopter un peu les mêmes mesures, là, tu sais, que les questions des reports d'examen, les étudiants qui veulent avoir des mesures d'accommodement, etc. On essaie d'avoir des positions communes pour l'ensemble des facultés. Donc, parmi les changements récents, vous allez me dire, oui, peut-être qu'on les connaît, en mieux. Alors, déconnecter pendant 1 minute, je vais le faire rapidement, mais sinon, posez-moi des questions. Depuis 2 ans maintenant, ça va être la 3e année, nous avons une catégorie qui est hors contingentement. Hein, notre bac est contingenté. 265 admissions à l'automne, 65 admissions à l'hiver. Nous sommes les seuls avec l'UQAM à avoir une admission d'hiver. Toutes les autres facultés de droit n'ont que des admissions à l'automne, uniques. Nous, c'est automne et hiver, évidemment avec plus d'accueil d'étudiants à l'automne parce qu'il y a davantage de collégiens qui ont terminé leur parcours et qui sont prêts à entrer dès l'automne. Donc, dans ce contingentement-là de 265 à l'automne et 65 à l'hiver, on ne compte pas 3 places qui sont réservées pour les candidats autochtones. Et quand je dis 3 places, ça peut même à la limite être plus s'il y a de bons dossiers. Alors, les candidats autochtones doivent être des candidats qui sont membres des Premières Nations ou Inuits, résidents du Québec, très important, ils ne peuvent pas venir de l'extérieur du Québec et qui donc sont capables de nous faire la preuve qu'ils ont la carte qui officialise leur droit en l'espèce. On choisit donc, on n'est pas obligé de prendre le nombre de candidats qui est indiqué à notre règlement d'admission puisque c'est hors contingentement, mais on essaie d'en prendre toujours 3 par année. Vous voyez, l'an dernier, on en a pris 4 parce qu'on avait 4 bons dossiers. L'idée, c'est de ne pas être pris avec la cotère, d'être capable de prendre des gens qui ont une cotère qui ne les qualifie pas pour entrer directement, mais où on considère qu'ils ont des chances raisonnables de succès s'ils sont bien appuyés. On a un centre de soutien facultaire pour les aider. Et donc, avec ça, on est capable d'admettre des gens qui ne se qualifieraient peut-être pas selon les strictes normes de la cotère, mais qui vont réussir et qui réussissent notre bac en droit. On a un bon taux de succès et ils n'abandonnent pas ces étudiants-là. Ils diplôment, ils performent bien. Donc, on est bien content d'avoir cette catégorie-là, donc qu'on a remis en place. Comme toutes les autres facultés de droit, bientôt, ça va être des changements qui vont être apportés. Il va y avoir une formation obligatoire, d'ailleurs, en droit autochtone. Alors, c'est dans la foulée de la commission Vérité et Réconciliation. On tient beaucoup à ce que les juristes de demain soient informés des cultures autochtones, des réalités autochtones. Donc, toutes les facultés de droit planchent sur une dimension obligatoire qui touche les cultures autochtones. Nous, donc, on en admet au minimum 3, plus si on a d'excellentes candidatures. Alors, ça, c'est la première peut-être nouveauté là, qui remonte à 2 ou 3 ans. L'autre, qui est toute nouvelle et qui va entrer en vigueur cet hiver, je crois, c'est-à-dire à l'hiver 2022, au plus tard à l'automne 2022,
c'est l'admission pour une catégorie qu'on appelle les candidats athlètes élites. Alors, on va réserver encore là 3 places, théoriquement 2 places à l'automne parce qu'il y a plus de demandes et 1 place à l'hiver. Les athlètes élites, c'est quoi? Ce sont des athlètes qui souvent nous sont présentés, qui sont recrutés par diverses équipes du Rouge et Or. Vous connaissez le Rouge et Or universitaire, c'est le Vert et Or à Sherbrooke, etc. Chaque université a ses clubs, donc par exemple le club de football, de natation, et quand ils essaient de recruter les meilleurs athlètes et qu'ils se rendent compte que l'athlète veut faire droit ou médecine et qu'il n'a pas les notes pour entrer, ben, on peut avoir la possibilité d'admettre ces étudiants-là alors qu'ils n'ont pas la cotère requise. Il faut quand même qu'ils aient d'excellentes notes. On s'entend qu'avec une cotère de 24, là, ils ne rentreront jamais. Ça, c'est évident. Mais tu as une cotère de 27, 28, 29, il y a des chances que sur l'examen de ton dossier, qu'on puisse te choisir. Et quand on parle d'athlètes élites, on réserve 2 places pour les membres du Rouge et Or, les différents clubs, je le répète, la natation, football, basketball, etc., plus 1 place pour un athlète élite hors club. L'exemple le plus simple pour pouvoir comprendre, Alex Harvey. Alex Harvey, qui a d'ailleurs été un de nos diplômés chez nous. Alex Harvey est un athlète d'élite, mais il n'y a pas de club de ski de fond à l'Université Laval. Et il se serait qualifié, lui, à titre d'athlète élite, hors club Rouge et Or. Alors ça, c'est la grande nouveauté. Donc, au plus tard pour l'automne prochain. Annie, est-ce que tu sais si ça va entrer en vigueur pour cet hiver? J'avoue que je n'ai pas fait la vérification, là. Écoute, moi non plus, mais c'est automne prochain, assurément. Oui. Ben, automne Donc, 2022, là, pas 21. oui, exact. Terminé. 2022. Je ne crois pas que ce soit pour l'hiver. On peut. Là-dessus, moi, je n'ai pas OK. de mention à cet effet. OK. Bon, donc, pour l'automne 2022, là, à ce moment-là, la règle va être en vigueur. Alors, vous voyez, je parle beaucoup, je parle vite. Daniel, on a une petite question super intéressante avant de changer de sujet. Là. Pour la catégorie des candidats autochtones, Oui. demande-t-on une cotère minimale pour l'admission? C'est une bonne question quand même. Une cotère finale? Minimale. Donc, est-ce qu'il y a un seuil pour l'étudiant autochtone ou tout étudiant? Oui. Ben, encore là, c'est un peu la même chose que pour les athlètes d'élite. L'idée, là, c'est qu'on veut avoir des gens qui ont des chances raisonnables de succès. À 25 de cotère, tu n'as pas de chance raisonnable de succès lorsque tu es en compétition, ou en tout cas, que tu suis des cours avec des gens qui ont des cotères de 30, 31, 32, 33. Alors, il n'y a pas de cotère minimale fixée numériquement parlant parce que la lettre de motivation, le CV, le jour où, par exemple, on aura un candidat autochtone, mais qui a fait plus que simplement son collégial, qui a une certaine expérience, bien, peut-être qu'on pourra descendre un petit peu plus de cotère, mais en gros, là, ça me surprendrait qu'on descende de plus de 2 points par rapport à la cotère minimale qui est requise pour entrer au bac en droit de manière régulière. Peut-être, je le répète, là, un dossier très particulier, mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, puis c'était le point suivant que je voulais aborder avec vous, là, comme la cotère minimale a tendance à être à la hausse depuis quelques sessions à la Faculté de droit de l'Université Laval, comme on en est actuellement aux alentours d'une cotère minimale de 30, 31, on ne descend plus en bas de 30 depuis quelques sessions, ben, je pense qu'on peut dire qu'en bas de 28, ça va être assez difficile de se qualifier à titre de candidat autochtone. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire leur demande. Ça leur coûte les frais là, pour déposer la demande, mais disons que plus la cotère se rapproche évidemment là, de ce 30, je pense que l'hiver dernier, l'hiver 2021, je pense que la cotère minimale était de 31, si je me souviens bien. Là, je parle à travers mon chapeau, alors que vous savez ça mieux que moi. Là, vous avez accès sur le site de l'université aux cotères des dernières sessions. Là. Et ça tourne aux alentours. Et cette session-ci, on n'est pas descendu pour l'automne, on n'est pas descendu en bas de 30 pour les collégiens. Alors, est-ce que tu penses que j'ai répondu à la question? Oui, c'est super, mais puis il y en a une deuxième très, très bonne qui suit. Comment l'étudiant peut-il signifier qu'il est athlète dans son processus d'admission? Il n'a qu'à écrire à ce moment-là. Il y a une catégorie qui s'appelle étudiant athlète. Donc, il n'a qu'à dire dans sa demande d'admission. Je pense que maintenant et à l'avenir, je pense qu'il va y avoir une coche, un truc qu'on va pouvoir cocher sur le formulaire.
Puis là, à ce moment-là, bien, il dépose évidemment sa lettre, puis là, il doit faire la preuve, évidemment, qu'il fait partie d'une association sportive reconnue. Là. Donc, Oui. moi, je fais du patin à roue alignée, là, mais je ne peux pas me qualifier de moi-même d'étudiant athlète élite. Là. Hein? D'ailleurs, si on me voit aller, on comprend pourquoi. Alors, il faut faire partie d'une association reconnue. Je rappellerai encore là, que tout se fait sur le portail. Donc, l'étudiant, en déposant sa demande, le système va lui poser certaines questions. C'est la même chose pour les étudiants autochtones. C'est ça. Donc, voilà. Exactement. Oui, parce que vous le savez, on a chaque année quelques candidats autochtones non déclarés, c'est-à-dire qu'ils ne se déclarent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une quotaire de 32. Ils n'ont pas besoin de le déclarer. On en entend souvent parler parce qu'on a des bourses, parfois, qui sont offertes seulement pour les étudiants autochtones. Là, à ce moment-là, ils sont déjà chez nous. Là, ils se déclarent comme étant autochtones pour avoir accès à ces bourses. Et on en a chaque année là, qui nous viennent et qui ont déjà la quotaire suffisante. Alors, je vous ai parlé des cotères. Est-ce que c'était complet, Annie? Y avait-tu quelque chose? C'est beau. Donc, cotère qui a tendance à augmenter au cours des dernières sessions pour une raison assez simple. Il y a de plus en plus de demandes qui nous viennent de la part de candidats universitaires. Vous savez comment on fonctionne, hein? On a un nombre, on a un quota à atteindre, un contingentement, puis on a des catégories. La catégorie des collégiens, la catégorie des universitaires, qui sont les deux principales catégories, là. Il y a également les candidats autochtones, les candidats athlètes, les candidats adultes. Et ça, c'est des petites catégories avec très, très peu de place. Et les deux grandes catégories sont les collégiens et les universitaires. Or, depuis quelques années, on remarque une tendance. Ça a peut-être à voir avec la baisse de la natalité qui fait qu'on a moins de cégepiens, mais ça a aussi à voir avec le fait que le programme est très populaire et qu'on a de plus en plus d'universitaires, des gens qui ont soit complété un baccalauréat ou qui sont en train de le compléter et qui font une demande. Et les places sont accordées au prorata du bassin d'étudiants dans chacune des catégories. Donc, vous comprendrez que plus il y a de candidats universitaires, bien, plus ils vont avoir de places sur les 265 qui vont leur être réservées. Donc, ça pousse à la baisse un peu là, les candidats, le nombre de places disponibles pour les collégiens. Pour la première fois, je crois, de l'histoire de la faculté, à l'automne 2020, on en était à seulement 60 de collégiens et 40 d'universitaires. Donc, et je pense que là-dessus, nous sommes la faculté de droit qui a le plus de candidats plus âgés, qu'ils soient adultes, universitaires, parce que c'est nous qui avons le programme le plus souple. C'est nous qui avons la possibilité de fonctionner à temps partiel, de prendre des cours obligatoires à l'automne, à l'hiver, qui a la plus grande offre de cours d'été. Donc ça attire beaucoup des gens qui ont une vie familiale, qui ont déjà un boulot. Et je pense que notre taux d'étudiants le plus âgés est plus élevé que dans les autres facultés de droit. Alors voilà, sur la cote R, il me reste 3 points à regarder avec vous, Annie. Donc, tu me fais le suivi s'il y a des questions. Vous avez entendu parler du programme du BIAPRI, Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales. C'est un programme qui ne relève pas de la faculté de droit, mais qui est un programme qui fait partie quand même de la faculté de droit. Pourquoi? Parce que le programme de BIAPRI permet à des étudiants, c'est une majorité de collégiens qui s'intéressent à ce programme-là, de faire un baccalauréat multidisciplinaire. 1/3 de cours de droit, 1/3 de cours d'économie, 1/3 de cours de sciences politiques. Ce baccalauréat, donc, il attire beaucoup les jeunes qui veulent s'ouvrir à l'international notamment. Ceux qui sont intéressés par tout ce qui touche le monde diplomatique, etc., sont très attirés par ça. On en fait un de nos programmes par la bande. Pourquoi? Parce qu'il y a 1/3 de cours donc, qui sont des cours de droit et qui sont prévus au programme. Et puisque notre programme de droit régulier est contingenté, bien, vous comprenez qu'il faut également que le programme de BIAPRI soit contingenté. Alors, c'est pour ça que le programme lui-même, la gestion du programme de BIAPRI ne relève pas de moi, qui suis directeur de programme du baccalauréat en droit, mais l'admission relève de moi. C'est moi qui prononce les admissions au BIAPRI. Pourquoi? Parce qu'il faut s'assurer qu'il y a une adéquation entre les exigences minimales au bac en droit et les exigences minimales au BIAPRI, pour éviter que ça devienne une porte de côté pour pouvoir entrer dans un programme où l'étudiant n'aurait pas accès en raison d'une quotaire insuffisante. Ce programme de BIAPRI a un contingentement beaucoup plus faible que le nôtre en droit,
c'est 65 étudiants pour la session d'automne, 15 étudiants pour la session d'hiver. Et donc, 80 en tout. Je vais y revenir dans un instant pour vous parler de l'impact du programme du BIAPRI sur l'étudiant qui n'est pas accepté en droit et qui voudrait trouver des manières d'être accepté une année plus tard ou 2 années plus tard en droit. Là, je voulais vous donner juste cette information-là. Donc, l'important à dire pour vous, à vos collégiens, c'est que le BIAPRI ne mène pas à la pratique professionnelle traditionnelle. On ne peut pas devenir avocat ou notaire après avoir fait le BIAPRI. Mais on peut avoir accès à plein de jobs qui sont également des emplois de juristes. J'ai donné l'exemple du travail dans la diplomatie, dans les affaires extérieures, dans le monde politique, évidemment, sans avoir la possibilité et sans avoir le titre d'avocat ou notaire, il reste qu'il y a des débouchés qui touchent le monde juridique, finalement. Et c'est là que les deux programmes se rejoignent parce que nous, notre programme en droit, bien sûr, on forme une majorité de gens qui se destinent au barreau ou à la Chambre des notaires, mais on remarque qu'on a une catégorie de nos diplômés à nous également qui ne font ni le barreau ni la Chambre des notaires et qui sont donc ouverts à toutes les autres possibilités qu'offre le baccalauréat en droit. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Il y a des parentés, donc des parentés à l'admission, contingentées également, puis des parentés parfois qui se retouchent au niveau de après la diplomation en termes d'emplois qui sont recherchés. Justement, parlons-en du BIAPRI par la bande. Mon point suivant, c'est la question qui nous est toujours posée par les étudiants quand ils viennent nous voir en porte ouverte, quand ils ont reçu un refus d'admission. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup de refus d'admission. Pour vous donner un exemple, c'est pour l'admission d'automne, on a eu 1580 demandes pour 265 places. Alors, vous comprenez que ça fait beaucoup de gens déçus pour peu d'élus. Alors, la question qui nous vient le plus souvent lorsque l'étudiant collégien est recalé, il nous demande mais qu'est-ce que je dois faire pour réussir finalement à entrer au baccalauréat en droit. Alors, vous connaissez certainement la table des étalons de l'Université Laval, qui, comme toutes les universités, propose une table avec un indice de force des différents programmes. Il est extrêmement important de mentionner correctement l'information aux étudiants, notamment de ne jamais s'inscrire au certificat en droit en attendant de pouvoir entrer au baccalauréat en droit. Si vous connaissez vos tables d'étalons, qui sont pareilles partout dans toutes les universités, là, les programmes de baccalauréat ont toujours un indice de force supérieur à ceux des programmes de certificat. Donc, le programme de certificat en droit, ce n'est pas un bon programme, mais il n'est pas destiné à des gens qui veulent pratiquer à titre de juriste, première chose. Puis deuxième chose, en s'inscrivant au certificat en droit, on se nuit grandement parce que l'indice de force du programme étant faible. Imaginez cette session-ci, un étudiant qui faisait le certificat en droit, qui terminait avec une moyenne de 4, c'est-à-dire une moyenne de A dans ses cours, ne se qualifiait même pas pour le bac en droit parce que l'indice de force du programme est trop faible. Ne jamais envoyer un étudiant désireux de pratiquer le droit, ne jamais l'envoyer au programme de certificat en droit. Le programme n'est pas là pour ça. Et d'ailleurs, nous, contrairement à l'Université de Montréal, qui ne le fait d'ailleurs que pour quelques cours, nous, à l'Université Laval, il n'y a aucune reconnaissance de cours dans les cas où l'étudiant a fait le certificat et finalement réussi à accéder au baccalauréat. Donc, ce n'est pas un tremplin, ce n'est pas une façon détournée. On a toujours voulu, depuis la mise en place du programme de certificat en 1987, on a toujours tenu à avoir des programmes qui s'adressent à des clientèles différentes, des objectifs pédagogiques différents, et on réussit très bien. Parce que notre programme de certificat, il y a quand même beaucoup de monde, on est rendu à, je pense, près de 700 étudiants, là. Beaucoup, la clientèle type, c'est le travailleur qui, dans le cadre de son travail, veut acquérir certaines notions de droit, donc, mais qui ne veut pas pratiquer à titre de juriste. Donc, les cours ne sont pas du tout montés de la même façon au baccalauréat. Donc, ne jamais envoyer un étudiant dont la cotère semble trop faible, là, qui regarde sa cotère et dit « j'ai 27, 28, je risque de ne pas me qualifier pour le droit ». Ne jamais l'envoyer un programme de certificat, bien vérifier l'indice de force de chacun des programmes, sans pour autant, je l'espère, envoyer l'étudiant dans un programme qu'il n'aime pas. On n'envoie pas vers quelqu'un un bac en psycho parce que
le bac en psycho est mieux coté que le bac en économique. On n'aide pas le candidat en le faisant étudier dans quelque chose qui ne l'intéresse pas. Donc, faites bien attention à ça, d'aider l'étudiant à choisir à ce moment-là un programme qui aura un indice de force intéressant, mais qui en même temps va l'intéresser. Et c'est là que je reviens au billet prix. Parce que le billet prix, comme il est en partie arrimé au bac en droit, bien, son indice de force est tiré vers le haut par le bac en droit. Je ne vous apprends rien en vous disant que le bac en droit est celui de tous les bacs de sciences humaines dont l'indice de force est le plus élevé. Ça avoisine 3 à peu près. C'est de loin le programme avec l'indice de force le plus élevé. Je vous parlais d'économique tantôt. Bac en économique, c'est 1,4 comme indice de force. Ça vous donne toute la mesure de la différence entre les programmes. Le programme de billet prix, il n'est pas très loin du bac en droit. Il est inférieur comme indice de force, mais il n'est pas très loin. Il en résulte donc qu'une manière qui peut être la plus efficace pour l'étudiant qui n'a pas la cotère pour entrer au bac en droit, ben, c'est de s'inscrire au billet prix s'il se qualifie par ailleurs au billet prix. Pourquoi? Parce que pour le billet prix, comme il y a moins de demandes qu'il y en a pour le bac en droit, année après année, on a des exigences minimales en termes de cotère qui sont un petit peu plus basses que pour le bac en droit. Donc, habituellement, on descend d'à peu près 1 point. C'est 30 pour le bac en droit, ça va être 29 pour le billet prix. Et donc, pour ces étudiants là, qui sont à la limite là, de l'accès au programme de baccalauréat en droit, ben, la meilleure manière de leur permettre, si vraiment c'est leur désir, d'accéder un jour au bac en droit, c'est de leur recommander des études au programme de billet prix. Maintenant, il faut faire bien attention quand on conseille les étudiants là-dessus. Il faut faire attention, ce ne sera pas, imaginons le cas classique, l'étudiant dit, je vais faire ma première année au billet prix, je vais faire des cours de droit, je vais bien performer, et ensuite, je vais pouvoir me qualifier pour le bac en droit. Il faut faire extrêmement attention parce que ce qu'on appelle, c'est les transfuges, nous, chez nous. Les étudiants qui réussissent après 1 an, 1 an et demi à se qualifier pour le bac en droit, ils sont souvent pris à devoir recommencer certains secteurs du droit à zéro. Alors, ils sont obligés de faire des cours de première session de droit qu'ils n'ont pas pu faire dans le cadre du billet prix. Tous les cours, par exemple, de droit civil. Les cours de droit civil, ce n'est pas visé par le programme de billet prix. Alors là, l'étudiant qui, à sa 2e année, 3e année, accède finalement à la faculté de droit, ben là, il reprend au départ. Il a ses cours de droit public, ils sont acquis, mais il est obligé de reprendre au départ pour ses cours de droit civil. Et ça pose des gros problèmes d'horaire, d'agencement des horaires pour les étudiants. Ça fait que souvent, l'étudiant, à sa première session d'admission en droit, il n'est même pas capable d'être à temps complet. Il ne réussit même pas à avoir la possibilité de s'inscrire à 5 cours de droit. Il n'a pas les préalables. Donc, oui, une manière de bonifier son dossier pour accéder un jour, si l'étudiant le désire, au baccalauréat en droit, mais ce n'est pas une voie royale d'entrée. Ce n'est pas une porte facile, puis ça ne sera pas facile même lorsqu'il sera admis à la faculté de droit. Alors, il y avait quelqu'un qui s'appelle M. ou Mme Gingras qui avait une question à poser. Oui. Ah, micro, s'il vous plaît. Merci. Je suis désolée, j'ai échappé votre terme billet prix, votre programme. Moi, je suis de la région de Montréal, fait que ce programme-là m'échappe. J'ai manqué le. Il y a le même à l'UQAM, madame. À l'UQAM, ils ont un programme, il ne s'appelle pas comme ça, là, mais département de sciences juridiques de l'UQAM, ils ont le même genre de programme. Bon. Oui, mais j'aimerais savoir le titre exact, parce que je cherche dans votre livre, je ne le trouve pas, là. OK. Alors, baccalauréat intégré. M'excuse, ce n'est pas moi qui ai trouvé le titre, fait qu'il est long. Baccalauréat intégré en affaires publiques. OK. Et relations internationales. OK, c'est ça. C'est les initiales qui m'ont mélangé. Là. Je vous remercie. Désolée de vous avoir... Mais aucun problème, chère madame. Merci. Désolé. Donc, par ailleurs, est-ce que mes explications sur le programme de billet prix sont claires? Les directions de programme distinctes, nous, on s'occupe de l'admission. Après ça, on ne gère plus leur programme. Et on remarque là, la tendance, là, ça a commencé, je ne sais pas si vous le saviez, vous, que pour les exigences de cotère du billet prix sont inférieures aux exigences de cotère du baccalauréat en droit. En tout cas, les étudiants, eux autres, le savent. Et donc, on a, depuis là, 2 ou 3 ans, là, le programme existe depuis 2006, le billet prix, alors que le bac en droit existe depuis 1492.
Et donc, le programme de billet-prix, on remarque depuis 3 ans à peu près là, que là, il y a une tendance de plus en plus lourde avec des étudiants qui ne s'inscrivent au billet-prix que dans le but d'accéder au bac en droit. Donc, ça pose, je le répète, là, des problèmes d'intégration, beaucoup d'espoir déçu, parce qu'on s'entend que ce n'est pas le fait d'être entré au billet-prix qui va faire que tu vas pouvoir nécessairement entrer au bac en droit. Encore faut-il que tu performes bien au billet-prix, et notamment dans tes cours de droit. Que ça risque ça allonge significativement les études et ça risque même d'être un coup d'épée dans l'eau, si jamais l'étudiant ne se qualifie pas. Moi, encore là, pour cet automne, les étudiants, c'est la 3e fois que leur demande est refusée. Parce que lorsqu'ils se demandent de se qualifier pour le bac en droit, là, il faut qu'ils remplissent la cote de valeur globale de l'Université Laval. Là, vous savez comment ça fonctionne. En fonction du nombre de crédits universitaires, il y a 2 par crédit universitaire de la valeur de la cote. Puis le reste, c'est le collégial. Et puis, il y en a qui ne réussissent toujours pas à se qualifier après 1 an et demi, 2 ans. Et donc, ils vont être obligés de faire leur billet-prix au complet avant même de penser pouvoir s'inscrire en droit. Daniel, oui, j'ai une question pour toi. Pour un étudiant qui n'a pas la cote pour le billet-prix, y a-t-il d'autres options? Ça commence à être plus difficile, évidemment, parce que là, s'il veut jouer en cascade et de dire est-ce que je peux aller faire un autre programme pour entrer au billet-prix, pour ensuite pouvoir entrer au bac en droit, bien, il va avoir mon âge quand il va finir le cours, lui, là. Ça va être ça le problème. Écoutez, les indices de force des programmes et l'intérêt des étudiants. Voilà. Si vous avez quelqu'un, par exemple, posez-lui des questions. Pour toi, c'est quoi le droit? Puis s'il vous répond, moi, c'est être procureur de la couronne, là, le bac en criminologie, hein? Okay? Ça a des liens, effectivement, avec le droit pénal. Mais si l'étudiant ou l'étudiante vous dit que ce qui l'intéresse, c'est de brasser des affaires, faire du droit des affaires, vous ne l'envoyez évidemment pas en criminologie. Si c'est quelqu'un qui est très intéressé par le droit du travail, les syndicats, tout ça, il existe un bac en relations industrielles. L'intérêt va être là. Le problème du bac en relations industrielles, c'est que son indice de force est faible. Il faut avertir l'étudiant qu'il va avoir du mal à se démarquer avec des notes suffisamment fortes pour être capable ensuite de se qualifier pour le bac en droit. Merci, Daniel. Oui, ça répond bien. Donc, voilà ce que j'avais à dire à tous les étudiants. Puis malheureusement, ils sont nombreux là, qui n'ont pas la cotère suffisante. Et bien franchement, quand on a une cotère qui est en bas de 28, ça veut dire probablement qu'il va falloir faire minimum 50 crédits universitaires. Vous savez que c'est à partir de 50 crédits universitaires que la cotère s'efface dans le calcul, parce que c'est 2 par crédit universitaire qui est calculé dans le calcul de la cote Laval. Donc, quelqu'un qui a une cotère en bas de 28, il ne réussira pas à rattraper simplement avec 15 ou 30 crédits universitaires, il ne réussira pas à contrebalancer sa faible cotère. Je comprends que ce n'est pas faible une cotère de 28, là, mais c'est faible dans le cadre du bac en droit, malheureusement. Une question qui nous est souvent posée, est-ce que vous pensez, M. Gardner, qu'un jour, on ne pourrait pas faire des entrevues, demander des lettres de motivation? On répond toute la même chose dans toutes les facultés de droit. Plus de 2000 demandes par année pour 330 places. Êtes-vous prêt à venir nous aider pour s'occuper de recevoir à l'entrevue tout ce monde-là et de lire des lettres d'évaluation, des lettres de motivation? Il n'y a pas de solution miracle ici. Il faut s'en tenir. Surtout que les notes sont un bon prédicteur de succès. Tu es fort au cégep, tu risques fort d'être fort au bac en droit. Tu es fort dans tes autres bacs à l'université, tu risques d'avoir des bonnes notes. Les cotères les plus faibles, là, je ne dis pas que c'est systématique, mais les cotères planchers, là, celui qui rentre avec 30, habituellement, il y a un petit peu plus de mal. Il va diplômer parce que notre taux de diplomation est extrêmement important. Là. On veut garder nos étudiants. Mais il reste que, habituellement, si tu étais fort au cégep, tu es fort également dans le cadre du bac en droit. Dans mon temps, et ça va ramener, je pense qu'il n'y a personne que je vois à l'écran qui va être capable de dire oui, on a connu ça. Dans mon temps, on tenait compte des cours de maths parce qu'il y a une corrélation à faire entre l'aptitude aux mathématiques et l'aptitude au droit. On avait remarqué que les étudiants qui faisaient sciences humaines avec maths ou encore sciences nature, évidemment,
ils performaient vraiment mieux que les autres. Il n'y a évidemment pas d'exigence pour les maths dans le cadre de l'admission. Ce n'est pas des cours obligatoires au cégep. Mais sachez que vous avez un candidat qui est fort en maths, là, maths sciences humaines, habituellement, il réussit super bien dans notre bac en droit. Il y a une certaine logique, structure dans le droit là, qui... oui, ben, je suis en train de répondre à votre question, Mme Sylvie. Là. Je pense que c'est la structure, c'est le caractère très cartésien du droit. On fait une démonstration, c'est pas... on pense souvent que le droit, c'est une plaidoirie, puis on fait des effets de toge. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut y aller avec des arguments très précis. On part d'un point A vers un point B. Il y a une démonstration à faire. Moi, ça me rappelle mes cours de dérivée d'intégrale, puis il y a un lien à faire avec ça. Mais ce n'est pas la majorité, évidemment, vous l'aurez bien compris. C'est pas la majorité. Je suis l'exemple pur. J'étais tellement mauvaise en maths. J'étais tellement bonne en droit. Fait que il faut vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a une logique qui se crée. Par exemple, l'étudiant qui n'était pas bon en maths au secondaire ou au cégep, il développe l'espèce de. On dit-tu adéquation, mais tu sais, on comprend qu'il faut y aller en étapes en droit. Il faut mettre vraiment toutes les bonnes parties du puzzle avant de donner la solution. Donc, ben voilà. En fait, je suis peut-être devenue vraiment bonne en maths, puis je ne sais pas. Je n'ai jamais réessayé de cours de maths depuis. Mais oui, Daniel, en effet. Et il y a 40 ans, on disait que le droit, c'était la science pure des sciences humaines. Ah, c'est bon, ça. C'était la formule qu'on utilisait dans le temps. Puis, Daniel, il y a une bonne question. La question dit, avez-vous remarqué une différence significative dans la force des dossiers scolaires des candidats collégiens et universitaires depuis le début de la COVID? Moi, j'aime ça, ces questions-là. J'aimerais t'entendre. Et la réponse est bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Les cotères et les VG ont été soufflés. Les étudiants peuvent choisir les cours où ils prennent le pass plutôt que la note. Alors, évidemment, ils choisissent les cours les plus faibles qu'ils éliminent de leur moyenne. Ça a permis de gonfler. On a eu, pour la session d'automne, on a eu 189 candidats qui avaient une cotère de plus de 32. Je n'avais jamais vu ça. 32, ça commence à être fort comme cotère. Là. On n'est pas rendu en médecine, mais on n'est pas loin. Là. Et j'en avais 189 candidats. Bon, bien sûr, c'est souvent le cas classique. Là. Vous devez connaître ça comme orienteur. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ben, droit ou médecine. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est les deux programmes les plus exigeants, puis que c'est ça qu'on m'a dit de faire. T'sais. On en a plusieurs quand même de ces demandes-là, droit, médecine, médecine, droit. Souvent, ben, c'est des candidats là, qui ont 32, 33, 34 de cotère. Et oui, il y a eu une hausse pour cet automne. Là, Annie, je suis en train de gruger ton temps. Fait que je vais... Mais aucun problème, Daniel. C'est super intéressant. Non, oui, mais c'est parce que vous allez m'en vouloir. Annie est plus intéressante que moi. Un dernier point sur le cours de technique juridique, hein, le cours de 3 ans. Ce n'est pas une bonne idée. Je n'ai pas besoin de vous apprendre que ce deck-là, il n'est pas une porte naturelle d'entrée en droit. C'est un deck professionnel. Il n'est pas supposé à l'université après avoir fait ce deck professionnel-là. Alors, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que ce sont souvent les plus petites cohortes. C'est plus difficile de se distinguer dans ces cohortes-là. Donc, c'est difficile d'avoir une bonne cotère. C'est dommage parce qu'il y a des bons étudiants qui auraient été intéressés, puis c'est pas vous les responsables, c'est les conseillers en orientation secondaire qui envoient ces étudiants-là vers la technique juridique parce qu'ils semblaient avoir un intérêt pour le droit, puis ils ont du mal à se démarquer du groupe dans la petite cohorte de laquelle ils font partie. Alors, ce n'est pas une bonne façon de se démarquer. Puis, en plus, nous, on a remarqué que ces étudiants-là, finalement, ne performent pas pire que les étudiants qui n'ont jamais touché au mot droit avant d'entrer, mais ils ne performent pas mieux non plus. En première session, ils sont habituellement meilleurs. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent déjà le vocabulaire. Mais ils se font très vite rattraper. Parce que le mot dit, hein, c'est un deck en technique juridique. Puis nous, notre bac en droit, c'est tout sauf un bac technique. Ça n'a rien à voir avec ça. Fait que, ils partent avec un avantage parce que le vocabulaire, ça ne les arrête pas. Alors que nos étudiants, la première session, ils ont beaucoup de mal, évidemment, à apprendre la langue du droit. C'est plus facile pour quelqu'un qui baigne là-dedans depuis 3 ans, mais ils se font très, très vite rattraper. Puis, on en a des très bons qui réussissent très bien. On en a également des très moyens, puis on en a des très faibles qui ont fait la technique juridique. Alors ça, je ne la recommande pas, ne serait-ce que parce que ça allonge la durée des études collégiales d'1 an et que ce n'est pas une meilleure porte d'entrée pour le bac en droit.
Dernière chose là-dessus, et je vais céder ensuite la parole à Annie. À l'heure actuelle, il existe une passerelle, l'Université Laval, qui dit que tout détenteur d'un TEC en technique juridique se fait automatiquement créditer 12 crédits dans le cadre de son bac en droit. Nous sommes la faculté de droit la plus généreuse de toutes les facultés de droit québécoises, incluant Ottawa, section droit civil, parce qu'ailleurs, on reconnaît entre 0 et 7 crédits. Je vous annonce que dans le cadre de la révision du programme qu'on est en train de tenir à l'heure actuelle pour le baccalauréat en droit, que cette norme du 12 crédits va être revue à la baisse. Il va y avoir moins de crédits pour vous donner de chiffres. C'est certain qu'on est beaucoup trop haut par rapport aux autres facultés de droit et surtout par rapport à la force de ces étudiants-là. Si c'était des premières classes qui performaient super bien, ça justifierait de leur accorder 12 crédits. Mais ce n'est pas le cas. Je le répète, ils ne performent pas pire, mais pas mieux que les autres étudiants. Donc, il n'y a pas de raison de leur accorder 12 crédits comme ça à titre de passerelle. Ça va être revu là, dans le cadre de la mouture du prochain programme. Quand est-ce que ça entrera en vigueur? Eh bien, il va falloir consulter notre site web pour le savoir parce qu'il y a des choses, vous le savez, au niveau des facultés qu'on ne contrôle pas. On peut contrôler la demande, nous, mais qui doit ensuite passer par les instances universitaires. Il y a des délais d'implantation. Donc, ça ne sera certainement pas pour l'hiver qui vient, fort probablement pas pour l'automne 2022, mais on peut penser après ça qu'il va y avoir une modification là-dessus. Des questions avant que je cède la parole à Annie? Je vais rester là si par ailleurs il y en a d'autres, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu... Peut-être ce que je vous recommanderais si vous vous dites, oui, mais il aurait pu aborder tel point. Laissons Annie vous entretenir, puis si ensuite il reste quelque chose, on revient là-dessus. C'est bon. Bonne idée. Merci. Merci, Annie. J'ai le mandat ce matin de vous parler, en fait, des mythes du bac en droit. On les révise, on en parle ensemble parce que c'est des fois ce qui freine certains étudiants de venir étudier en droit, ce qui est un peu dommage parce qu'un mythe, c'est pas vrai. C'est pas la réalité. Beaucoup de lectures. Je me fais demander ça à toutes les années. Moi, j'aime pas lire, Annie, mais j'aime le droit. Qu'est-ce que je fais? On n'est pas obligé d'aimer. On a statué là-dessus parce que moi et Daniel, on ne s'entend pas. C'est-à-dire que Daniel me dit oui, il faut aimer lire parce qu'il y a de la lecture beaucoup dans le programme. Ça, c'est vrai. Mais moi, comme ancienne étudiante, je ne suis pas quelqu'un qui aime lire et j'arrêtais pas de dire à Daniel, mais ça ne fait pas de toi une personne qui va peut-être pas performer. Donc, on en est arrivé à un consensus. Il y a beaucoup de lecture, mais on n'est pas obligé d'aimer lire. L'étudiant qui est curieux, qui a un sens, qui est capable de mettre ses priorités rapidement, puis de voir dans un cours avec ce que le professeur donne comme charge de travail, voir ce qui est essentiel, puis aller directement vers les éléments essentiels, les pages, les bouts d'articles. Cet étudiant-là va peut-être avoir une charge de lecture qui va quand même être assez grande si on compare à d'autres programmes de sciences humaines, mais qui ne sera pas quelque chose qui va freiner son succès ou le fait qu'il va aimer ou pas être dans le programme. Je vous garantis que tous les étudiants en première année, ils découvrent qu'ils ont besoin de lunettes. Là. C'est rendu au bac en droit que tu te rends compte que tu ne voyais pas bien avant. Ça fait partie de la première année d'un étudiant en droit. Mais voilà. Donc, sachez que l'étudiant qui vous dit « j'aime pas lire », dites-lui que ce n'est pas un frein à ce projet d'études. Du par cœur. Le droit, ce n'est pas du par cœur. Pourquoi? Parce que, essentiellement, ce n'est pas de l'application automatique de règles, c'est de la réflexion. C'est de comprendre une notion et d'être capable de l'appliquer dans une situation qui n'est jamais la même. Donc, ça dépend toujours des faits, ça dépend toujours du problème. Donc, l'étudiant ne doit pas être bon en par cœur, mais il doit être bon dans tout ce qui est... on appelle ça, là, je l'ai au bout de la langue, compréhension de texte, bref, et rédaction. Puis, tu sais, je dis toujours les mêmes traits, là, mais tu sais, l'étudiant qui est curieux, qui pose beaucoup de questions, qu'on voit dans les journées portes ouvertes, là, qui n'a pas besoin de venir avec sa mère, là, qui pose des questions, là, que c'est l'étudiant qui est prêt avec sa feuille, puis qui est déjà les deux pieds dans son projet d'études, mais ça, souvent, là, c'est un étudiant qui est prêt pour le droit parce qu'il va arriver à la première journée, puis lui, il va lever la main puis il va dire « Ouais, mais là, attendez, là, vous êtes en train de nous expliquer ce point-là, puis
là, je n'ai pas compris. Là. Pouvez-vous... J'essaie de faire le lien avec ce que vous m'avez dit la semaine dernière. Ça, c'est l'étudiant qui est prêt et qui a envie d'étudier en droit. Il s'implique puis il est curieux. Je vous dirais que ça se crée souvent à travers les années dans le bac. Souvent, les étudiants arrivent, là, ils sont gênés. Puis plus les années avancent, plus ils développent leurs compétences aussi orales, donc de s'exprimer en public et tout. Mais sachez que le par cœur n'est absolument pas quelque chose qui est requis dans le bac. Même chose pour la compétition. On pense toujours que le bac en droit, c'est ultra compétitif. Et ça, c'est pas vrai. Puis contrairement à Montréal, les notes chez nous, ça c'est une petite, je vais juste le lire, là, les notes ne sont pas données par rapport à la moyenne du groupe. C'est bien ça, Daniel, hein? Je l'ai bien expliqué. Donc, ça veut dire, je te laisse aller là-dessus. Les notes sont accordées non pas comme à Montréal, effectivement, la courbe, hein, comme vous la connaissez, mais plutôt, et c'est la même chose à Sherbrooke, à Ottawa, par rapport à l'atteinte des objectifs pédagogiques. Cela signifie que si tu fais partie d'un bon groupe, ben, tu n'es pas pénalisé parce que le groupe va être meilleur. La moyenne va être plus élevée. Mais les cotes, elles, sont préfixées. Et le A est à 85, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Le A est à 85. Le B+, est à... Le B- est à 68. C'est tout normé. C'est applicable à tous les cours. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entraide. Franchement, là, il y a beaucoup d'entraide entre les étudiants. Ils s'échangent leurs notes de cours, ils se font des groupes d'études, participent ensemble, ils font des soirées et des nuits d'études. Ça va revenir là, avec la fin de la pandémie. Là. Ils viennent prendre une salle au Deconinck, ils s'installent là pour la nuit. Puis on leur fournit le café puis les beignes, puis ils étudient ensemble toute la nuit. Alors, il y a beaucoup d'entraide entre étudiants. C'est la seule chose qu'ils ont du mal au départ. Ils ont été habitués, puis ça, c'est mon premier discours que je leur tiens. Vous avez été habitués toute votre vie à performer et à chercher à avoir des notes supérieures à la moyenne pour pouvoir avoir accès au programme. Et là, vous y avez accès au programme, c'est fini la compétition, parce que tout le monde se place en droit, puis tout le monde a la possibilité d'avoir une bonne job, même s'il n'y a pas 3,8 de moyenne. Plus vite ils comprennent ça, puis qu'ils commencent à s'entraider, plus vite ça leur fait un bac qui est intéressant, puis ils réussissent pas mal. C'est des petites bêtes intelligentes. Hein. Ils comprennent assez vite, effectivement, qu'on y gagne à s'entraider là-dessus. Même chose quand on arrive souvent à l'école du barreau ou à la maîtrise en droit notarial, ils ont déjà appris à travailler en équipe, puis c'est essentiel dans ces programmes-là parce qu'encore une fois, le rythme est effréné. Donc, ils s'aident. Ils s'aident, puis je pense que ça fait d'eux, par la suite, des meilleurs professionnels parce que au Québec, dans ton domaine, si tu peux t'appuyer sur des collègues, des fois, pour te poser des questions, pour t'aider, tu sais, c'est riche. Donc, ça commence dès le baccalauréat. Donc, cette compétition-là, à la faculté de droit, on est vraiment, on ne mise pas là-dessus. Puis, je pense que les étudiants le ressentent, ça fait partie des valeurs qui sont, dès le premier jour, là, divulguées, là, tu sais, puis montrer à nos étudiants. Puis, tu sais, ça fait partie. Le deuxième point, le dernier point, en fait, des mythes que je veux aborder avec vous, c'est la pratique privée. Parce que la compétition est directement liée souvent à l'idée que l'étudiant se fait de la pratique du droit, tu sais, suits, les gros bureaux avec les grandes fenêtres, là, les gratte-ciels, je vais travailler big shot là, dans mon grand bureau à Montréal ou à Toronto ou même à Québec. Et l'étudiant arrive au bac en se disant que c'est probablement la meilleure voie à prendre puisque tout le monde a l'air de vouloir aller dans ce chemin-là. Puis, à un certain moment donné, on s'est rendu compte, là, quand je dis on, c'est la faculté. Puis, je dis Daniel Garner aussi beaucoup parce que Daniel nous a aidé énormément à recentrer le tout parce que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'un juriste, à la base, n'a pas besoin d'avoir l'école du barreau ou la maîtrise en notarial pour travailler. Ça, c'est la réalité. Puis la deuxième réalité, c'est que si tu veux devenir avocat, il y a tellement de possibilités qui s'offrent à toi dans tellement de domaines variés avec une qualité de vie totalement différente dans chaque domaine. Puis tu sais, l'étudiant là, qu'on a chez nous puis que vous avez chez vous en ce moment, là, c'est la première fois ça fait presque 10 ans que je fais le recrutement, qui me parle de qualité de vie en premier maintenant. Ouais, mais moi, Annie, là, j'ai envie maintenant je ne veux pas les gros bureaux, mais je vais à l'endroit, mais je ne veux pas les gros parce que je veux vivre. Moi, je fais de la voile, puis j'ai envie de partir en voile. Tu sais, on a ce genre de jeunes-là maintenant chez nous. Bien, c'est là que je leur dis que le droit, ça mène à tout,
Puis être avocat, ça peut te permettre d'avoir un emploi qui te ressemble et qui n'est pas dans un grand bureau. Puis là-dessus, il faut parler à nos jeunes des avocats qui travaillent en contentieux, qui travaillent dans les entreprises. Il y a des avocats qui vont travailler, bien évidemment, à la fonction publique. Puis, tu sais, à Québec, on s'entend que c'est un gros marché. On a beaucoup de gens qui vont aller à la fonction publique. On a des gens qui s'en vont en politique. Donc, il faut vraiment là, arrêter de penser que on prépare nos jeunes pour la pratique privée dans les grands bureaux. On les prépare pour tout. C'est varié et on veut qu'ils se reconnaissent dans leur carrière future. Donc, on leur offre dès le début avec le service de placement. Donc, Mme Dominique Trudel qui travaille chez nous pour guider nos étudiants dans leur parcours professionnel. On leur propose dès la première année plusieurs activités pour qu'ils connaissent les opportunités futures. Donc, n'hésitez pas à leur dire que c'est un mythe, que le grand bureau d'avocat est la seule et la bonne voie à prendre et que c'est ça qui est glamour et que c'est ça. Il y en a pour tous les goûts. Si c'est ce que tu veux vraiment, on va t'aider. Les grands bureaux vont être là, tu vas pouvoir parler avec des avocats, tu vas pouvoir faire du droit des affaires. Mais si ce n'est pas ça, viens chez nous parce que assurément, il y a une place pour toi. Daniel, est-ce que j'ai bien résumé? Bien résumé, mais pendant ce temps-là, entraient des questions et des commentaires. Fait que là, c'est à mon tour de répondre à ça. Alors, Jean-Pierre du Cégep Limoilou faisait remarquer que les jeunes, effectivement, ont de plus en plus tendance à voir le droit pas comme une pratique nécessairement de grand bureau. Daniel disait, là, vous savez, c'est moins de 10 de nos diplômés qui vont aller travailler dans les grands bureaux. C'est une minorité, évidemment, parce que les grands bureaux, c'est ceux qui paraissent le plus. Il y a tellement d'autres emplois. Si vous voulez savoir la manière dont je vous le disais d'entrée de jeu, là, chaque faculté de droit se démarque par un point particulier. Bien, nous, vous aurez deviné évidemment que qu'est-ce qui fait la beauté de notre programme? C'est qu'on est les seuls qui sommes à côté de l'appareil de l'État. C'est sûr que c'est nous qui offrons dans le cadre de notre baccalauréat en droit. Je ne parle pas là, des stages après le baccalauréat, là, mais dans le cadre de notre baccalauréat en droit, pour l'automne prochain, je le sais, on vient de les accorder, là, les stages. Il y avait 51 places de stages dans les différents ministères et compagnies et sociétés publiques, comme la Société de l'assurance automobile, etc., qui étaient offertes à Québec, dans la région immédiate à nos étudiants. Ça, ce sont des stages qui ne sont pas payés, mais qui comptent pour un cours. L'étudiant va passer une journée par semaine, par exemple, au ministère de la Justice, au bureau des poursuites pénales, à la Société de l'assurance automobile. Puis là, bien, on l'intègre dans une équipe, puis il fait vraiment le droit en pratique, mais alors qu'il est encore au bac. Vous devinerez évidemment qu'on est les seuls à avoir l'Assemblée nationale à côté de nous. Alors, il ne faut pour rien que le programme de page de l'Assemblée nationale, bien, il est unique de toutes les facultés de droit. Il n'y a que celle de Laval qui l'a, évidemment. Alors, c'est cette distinction-là, là, nous, on est davantage proche du monde de la fonction publique, puis on a des liens de plus en plus forts avec. Une autre question qui m'a été posée, la différence entre un avocat et un juriste. Nous, comme je dis toujours, à l'Université Laval, puis toutes les facultés de droit vont vous dire la même chose, on vise à former des juristes. Ce qu'ils vont faire après ça, de leur bac en droit, de leur connaissance des règles de droit, puis de leur capacité à jongler avec des lois, à lire de la jurisprudence, tout ça, ce qu'ils vont faire avec ça, ça, c'est leur affaire. La majorité vont aller au barreau, à l'École du barreau du Québec, pour avoir le titre d'avocat. Ce n'est pas obligatoire. Une moins grande proportion, parce qu'il y a à peu près 4 fois plus d'avocats qu'il y a de notaires, une moins grande proportion, donc, de nos diplômés juristes vont s'inscrire à la maîtrise en droit notarial, qui est une 4e année de formation professionnelle, mais qui est un diplôme de 2e cycle chez nous, qui est donné à la faculté de droit, qui est d'ailleurs dirigé par un prof de droit, qui est également directeur de programme. Donc, je suis juriste, ça c'est quand j'ai terminé mon bac en droit. Je suis aussi bon qu'un avocat ou qu'un notaire pour être capable de répondre à une question de droit. Maintenant, est-ce que je veux en faire une pratique dans un champ particulier? Je veux être avocat de la défense en droit criminel, je vais devoir faire l'école professionnelle du barreau. Je veux signer des actes d'hypothèque et des testaments pour des clients, je vais devoir faire la formation notariale. Et je le répète, je l'avais dit d'entrée de jeu, là,
C'est présentement à peu près, je dirais, environ 85 de nos diplômés qui choisissent l'une des deux chambres professionnelles. Parfois par mimétisme, parce qu'une fois qu'ils vont avoir fait le barreau ou la chambre des notaires, ils ne pratiqueront pas nécessairement, mais ils vont avoir suivi leurs collègues. Mais de plus en plus, on en a qui ne font ni un ni l'autre et qui deviennent ce qu'on appelle des juristes d'entreprise, qui deviennent des journalistes, qui deviennent des politiciens. Il y a tellement une panoplie là, ouverte d'emplois. Le bac en droit, c'est la meilleure base en sciences humaines. Hein. On le dit souvent, c'est ça qui t'ouvre au plus de choses. Alors, on a de plus en plus de nos étudiants qui comprennent ça et qui ont donc une vision moins professionnalisante peut-être de la profession qu'on l'avait il y a encore une dizaine d'années. Vous avez peut-être entendu parler de la course au stage. Ça vous dit peut-être quelque chose, ça? Plusieurs cégepiens vous en parlent. Ils sont de plus en plus minoritaires. Cette année, pour la course au stage, sur mes 330 admis de l'année précédente, il y en avait 110 qui voulaient faire la course au stage. Le tiers. Les années, c'était 250. C'était la grande mode. Tout le monde voulait faire la course au stage. Et pour finalement découvrir, ben oui, mais ça ne m'intéresse pas, la vie des grands bureaux, ce n'est pas ça que je veux faire. On les a informés correctement. On dit maintenant, faites la course au stage pour les bonnes raisons. Informez-vous. Dans quel bureau? Vous ne faites pas une série d'entrevues dans une série de bureaux sans savoir qu'est-ce qu'il fait, ce bureau-là. L'entrevue va durer 10 minutes. Parce que ce n'est pas long qu'ils vont comprendre que vous n'avez aucun intérêt à leur apporter. Et on a maintenant des étudiants qui font la course au stage pour les bonnes raisons, par intérêt. Moi, je veux travailler en droit fiscal. OK, ça s'appelle Bureau Stikeman à Montréal. Va faire ton entrevue là. Moi, je veux travailler dans tel autre domaine. Bien, identifie ton grand cabinet, mais c'est de plus en plus une minorité de nos étudiants. Donc, je dis souvent maintenant, on ne décourage pas la course au stage, mais on n'encourage personne à faire la course au stage. Il faut que ça tente de faire la course au stage. Puis pour démystifier, là, pour ceux et celles d'entre vous là, qui ont pas hoché la tête en disant « Oui, on connaît ça », la course au stage, c'est simplement une préparation où des entrevues sont faites en cours de baccalauréat pour préparer le stage qui va venir après l'école du barreau, à la fin de la 4e année. Donc, on parle d'un truc là, qui est fait en 2e année pour après la 4e année. Vous imaginez tout ce qui arrive entre la 2e et la 4e année? La moitié ne se rendent pas là. De toute façon, ils changent d'idée, ils abandonnent leur stage, ils décident d'aller ailleurs. Les grands bureaux recrutent par ailleurs. Alors, il y a un grand mythe derrière ça, puis qu'on déconstruit de plus en plus. Là. Je vous invite à le faire également. Donc. Daniel, merci beaucoup. On va s'arrêter là parce que je sais qu'il y a d'autres conférences. Vous avez en fait... Regarde, Annie, oui? Laissons une dernière chance à Catherine qui avait une petite question. Bien, certainement, c'est ce que j'allais faire. Catherine, je ne te laisserai jamais sans poser ta question. Vas-y, ma chère, je t'écoute. En fait, ce n'est pas une question, mais je voulais simplement prendre le temps de vous remercier. C'était une excellente présentation, très intéressant, tout en nuances, claires. Donc, je voulais simplement, je pense que mes collègues seraient d'accord avec moi, très, très belle présentation. Bien, merci. Imaginez avoir Daniel comme prof en plus après. Vous voyez ce que les étudiants sont chanceux pas mal quand ils viennent au bac en droit à l'UL. Bien, merci beaucoup. Puis vous savez que Annie, elle est là pour vous. Hein? Donc, oui. Dès que vous avez une question, là, elle est super joignable. Alors, n'hésitez pas. Et nous, je vais vous écrire mon courriel. On est content de renouer avec vous autres. Oui, vraiment. D'avoir rendu ça possible. Je vous ai écrit mon courriel dans le chat, donc vous n'hésitez pas, pour ceux qui c'est la première fois là, qui me verraient, n'hésitez pas à info@commercialfd.ulaval.ca, c'est là que vous me rejoignez. Puis j'essaie de vous rejoindre à chaque année, au moins 1 ou 2 fois par infolette. Donc voilà, je vous remercie à tous. Merci Daniel de ta participation, de ton implication. Je souhaite à tout le monde une excellente journée et surtout une belle fin d'année académique. Et des belles vacances. Donc, voilà. Et un vaccin pour que tout le monde soit en présentiel cet automne. Hein? Oui, voilà. Hein? Merci. Au plaisir, tout le monde. Bye-bye. Merci beaucoup. Au revoir. Plaisir. Annie, est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas été je vais faire le tour. Sinon, on leur reviendra par courriel de collégial. Oui. C'est Mme Richer là, que je vais répondre à sa question concernant le Cégep Saint-Jérôme. Donc, on pourra... au Cégep Saint-Jérôme, nous offrons le DEC en technique juridique, mais sur le site Internet Entente DEC-BAC, nous n'y sommes pas pour le baccalauréat en droit.
Ah, puis il y a Élise, oui, qui avait une question au début. Bonjour, Élise. Allô? Oui, c'est ça. J'avais juste une question concernant les admissions à l'hiver. Je me demandais, est-ce que ça procédait de la même façon qu'à l'automne? Combien de places étaient réservées? 65 places, parce qu'il y a toujours moins de demandes. Il y a habituellement là, aux alentours de 500-600 demandes pour 65 places, à peu près. Il y a habituellement moins de collégiens, donc on fait entrer beaucoup plus d'universitaires, parce qu'évidemment, les collégiens, bien, ils ont fait leur demande pour l'automne, pour la plupart. Donc, sur 65, c'est pas rare qu'on va avoir 40-45 universitaires et une vingtaine de collégiens, à peu près. Et ce sont théoriquement les mêmes normes, mais en fin de compte, je remarque, moi, depuis 2 ans, que c'est encore plus difficile d'entrer à l'hiver. Et les cotes minimales sont encore plus élevées. OK. Parce que vous savez que les cotes sont en fonction du bassin de candidature. Plus on a des candidatures avec des cotes élevées, bien, plus on est obligé de tirer la cote minimale vers le haut. Puis, comme c'est ça, 30 pour cet automne, pour l'automne qui vient, automne 21, le quotaire minimal, 31 pour l'admission qui avait lieu en janvier. Tiens, 1 point de quotaire quand même. Oh, ça fait beaucoup. Là. Il y a du monde en 1 point de quotaire. C'est ça, mais on le sait, nous, parce qu'il y a des dizaines de dossiers comme ça. Et oui, sûrement. Mais quelqu'un qui entre dans un programme X à sa session d'automne puis qui veut faire une demande à la session d'hiver en droit, est-ce qu'il est considéré comme étant collégien ou universitaire vu qu'il n'a pas terminé sa session? C'est ça. C'est seulement les cours pour lesquels une note est sortie. Donc, ça serait comme un candidat collégien à ce moment-là, vu qu'il n'a pas terminé un certain nombre de crédits. Tant qu'il n'a pas complété avec des notes, et bien faire attention, les pass or fail ne comptent pas. Tant qu'il n'a pas complété 12 crédits universitaires, il demeure un collégien. Oui, c'est ça. OK, parfait. Bon, ben, ça répond à mes questions. Merci beaucoup pour la présentation. Merci, Élise. Merci. Bye-bye.